c'est une cécité corticale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer, je trouve le terme assez intéressant justement, c'est la cécité corticale. On ne peut pas admettre qu'un enfant puisse être atteint du cancer. Donc il y a cette consultation d'annonce qui va avoir des conséquences dans la prise en charge et qui va souvent être le premier temps où ça va bien se passer, où ça va bien se passer, vous voyez, et avec l'équipe aussi. Et une dernière, j'ai envie de dire, une partie aussi qui est essentielle dans un plan de cancer, c'est les soins palliatifs. Qui ne sont pas forcément, attention, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur cette notion du soin palliatif, des soins palliatifs n'étant pas forcément la mort, étant une prise en charge qui va permettre le confort, qui va permettre d'accompagner le patient vers peut-être une situation fatale, néanmoins qui peut durer un certain temps, et qui n'est pas comme on peut le voir dans les médias, des gens qui vont vouloir aller en Suisse ou vouloir aller en Angleterre pour être euthanasiés. Les soins palliatifs, c'est aussi l'accompagnement dans un meilleur confort, c'est-à-dire dans une meilleure situation. Et ces deux conforts dans la prise en charge du cancer, sachant que les soins palliatifs, on en parle aussi pour les patients handicapés, donc c'est pas que pour la cancérologie. Il n'empêche que vraiment, c'est d'étendre dans la formation des professionnels et des médicaux, c'est dans mon domaine, mais au moins dans chez les professionnels de santé, d'avoir des gens compétents dans ces domaines-là. Parce qu'il faut savoir le faire. Ça ne s'improvise pas. Tant la consultation d'annonce que les soins palliatifs, mais aussi la prise en charge des situations durant cette pathologie. Seulement, je voudrais rajouter une chose que dans les années passées, nous avons, je crois, que deux formes de cancer. Nous avons le cancer qui est sévère, qui est connu par le monde, et nous avons le cancer d'aujourd'hui qui est silencieux, qui est insidieux, et qu'on ne le voit pas. Parfois, nous avons des maladies basses qui sont apparemment uniquement qui sont en bonne santé, mais à l'intérieur, quand vous faites un examen radiologique, un examen vous allez trouver que le cas est métastasé, mais seulement, c'est plus le cas de cancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de tumeur, c'est-à-dire que tu vas mourir, tu meurs. Hein? Mais dans un monde silencieux, on ne va pas dire. Oui, parce qu'il y a une sorte de dématérialisation du cancer. La tumeur, les gens la sentaient, ils la laissaient grossir un petit peu avant d'aller voir le docteur en disant ça va peut-être régresser tout seul. Il y a l'ICE qui avait fait en fait le diagnostic même s'il ne le disait pas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les moyens d'investigation qui sont ceux qu'on a, on trouve des tumeurs de sans savoir. Moi, je connais quelqu'un on lui a trouvé une tumeur du rein comme ça, alors qu'avec un symptôme de parfois rien, ça pouvait être une infection urinaire. Et on ne l'a pas trop chez l'enfant parce qu'on ne fait pas beaucoup d'examens complémentaires chez les enfants. Alors que chez les adultes, les enfants, les pinots, les adultes, donc ils sont beaucoup plus consommateurs de soins, donc ils ont beaucoup plus de mauvaises surprises. Ces mauvaises surprises, c'est vrai que pour annoncer à quelqu'un qui va bien, mais méchant, il vient pour, je sais pas, nous on a eu il y a pas très longtemps un enfant qui est venu pour une histoire de douleur au genou, en orthopédie, la numération est normale. C'est nos cytologistes qui ont trouvé quelques glaces qui nous téléphonent en disant c'est pas normal, il y a des glaces dans la numération. Nous, on avait une numération formule qui ne montrait rien, et sauf qu'on avait la formule. La numération ne montrait rien. Donc je dirais la mauvaise nouvelle vient de la profondeur et c'est sûr qu'on est méchant. Notre expertise peut être mise en cause, c'est vrai. Il faut là vraiment prendre du temps. Il faut prendre du temps pour bien expliquer les différentes possibilités, ce qu'il faut. C'est vrai aussi qu'il faut que les médecins soient raisonnables. Regardez l'histoire des cancers de la prostate, où il y a eu un peu de déraison. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu trop de sur-soins, pas de sur-diagnostic, parce que c'était quand même des cancers, mais je dirais un peu trop des diagnostics de cancer qui n'étaient pas forcément très invasifs et qui auraient pu, la personne aurait pu vivre, alors qu'il y a des soins qui ont été mutilants. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de la discussion sur les médias, surtout les médias spécialisés. Voilà, donc, c'est quelque chose qui demande une grande expertise. C'est une chose qui demande aussi le droit à un deuxième avis. C'est toujours un peu réticent pour un médecin de dire bon, il est en rando ou même avec mon album, il me demande d'aller
par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas? Et c'est bien d'ailleurs. Nous, par contre, nous, on va le demander si vous voulez pas. Hein, on va soumettre le dossier à d'autres collègues parce que. Mais on avait dans le pays de Caux, il y a 20 ans, des cliniques où je dirais un chirurgien décidait tout seul dans son coin qu'il opérait d'un cancer du côlon. Enfin, alors là, c'était, je dirais, l'ARS a été sévère. Hein. Je dirais qu'il y a eu une mise au pas qui a été autoritaire. Il y a eu aussi le grand scandale de Montpellier, je crois, la surirradiation de certains cancers du sein. Voilà. Oui. Mais il ne faut pas que ça discrédite le monde médical, tout cela. Simplement, vers, je prends une autre forme, c'est-à-dire l'émergence du cancer dans la pratique médicale, le cancer avec ce qu'on en connaît aujourd'hui, comme, je dirais, signification biologique, tout ce qu'on sait, le scientifique autour de cette entité de cancer, avec tout ce qu'il y a d'expertise en termes de diagnostic, avec les PET scans et tout ça, fait qu'on ne peut pas l'exercer comme ça. Et déjà, ça fait déjà un certain nombre d'années où on ne pouvait plus l'exercer. C'est pour ça que je parle des RCP, des choses comme ça, sont fondamentales. Nous autoriser, on a parlé de quelqu'un, ne peut pas dire à un chirurgien tout seul, j'opère une tumeur cystique. Il risque d'avoir de sérieux ennuis. J'ai vu quelqu'un qui résistait, j'étais à la Réunion, qui résistait face au directeur de l'ARS, il a un préfet, c'est d'ailleurs de nature électorale, leur pouvoir. Le retour, la répartie a été sévère. Clinique, du jour au lendemain, il a ce pouvoir de pouvoir fermer une clinique. Donc, vous voyez, il y a eu une période parfois un peu douloureuse. Je pense que c'est des gens, ceux qui ont mal vécu ça, ce sont des gens qui n'étaient plus tout à fait à l'écoute des changements sociaux et aussi scientifiques, parce que les changements sociaux, c'est pas comme ça une population qui devient méfiante. Après, c'est de la réalité du cancer, de ce que c'est aujourd'hui un cancer pour nous par rapport à ce que c'était quand je faisais mes études, c'est différent. C'est différent en termes de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on fait. Ce qui est aussi important par rapport, enfin tout est important, hein, mais c'est aussi cette cohérence dans les équipes. Et en tant que paramédical, ce qui est vraiment dans cette discipline-là vraiment fondamental, c'est qu'il y ait une cohérence entre l'équipe médicale et paramédicale. Par exemple, nous on assiste au RCT, donc moi j'assiste en tant que pratique et aussi une infirmière qui fait de la consultation d'annonce. Elle participe au RCT. Comme ça permet d'avoir la présentation du dossier et on fait des RCT aussi en interrégional, donc ça permet aussi d'avoir des communications de certains cas, voire certains cas d'enfants qu'on va être amené à un moment donné à traiter dans son parcours de soins. Mais il faut une cohérence dans le discours, une cohérence dans la prise en charge et surtout une compréhension par l'équipe paramédicale de la thérapeutique mise en place. Parce que c'est quand même les paramédicaux qui sont plus souvent auprès et des patients et des familles. Et donc, il ne faut pas, j'ai envie de dire, faire d'écart dans le discours. Il faut qu'il y ait un discours, non pas un discours unique, en disant on utilise tous les mêmes mots, etc. Au contraire, il faut parfois utiliser des mots différents. Parce que certains mots vont faire écho chez le patient et d'autres ne feront pas écho. Donc ce qui est important, en revanche, c'est d'être cohérent dans le discours. Et là aussi, ça nécessite un partenariat médical-paramédical fort, de façon à ce que les patients et les familles s'y retrouvent. Et comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu d'expérience, et c'est vraiment le domaine dans lequel je trouve ce partenariat essentiel, fondamental et indispensable. Il y a des choses qui s'enseignent pas en école. Oui, c'est sur le terrain. Voilà. Et si vous pouvez envoyer des étudiants en stage, voilà, c'est ça. Alors par contre, les principes, par exemple, on parlait des principes d'hygiène, les principes de circuit, etc. Ça, c'est important d'arriver dans des services en ayant déjà des connaissances, en ne découvrant pas tout. En revanche, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est compréhension des thérapeutiques, des symptômes cliniques, etc., vraiment ça se vit.
ça se dit. Et les relations, c'est tellement... On ne peut pas dire, vous voyez, pour parler de protocole, il faut des procédures. Vous voyez, mais on ne peut pas dire, je vais aborder le patient comme ça, vous arrivez dans la chambre, donc c'est comme ça que je dois faire. Vous ne ferez jamais comme ce que vous avez pensé. Hein, parce que l'individu va être aujourd'hui d'une manière, demain d'une autre manière, dans un autre état de santé, vous voyez. Et chez un même individu, vous ne cessez de changer votre posture. Donc, oui, on avance, comme vous disiez très justement, en fin de compte, on avance, on apprend en marchant, et puis vous pouvez y être arrivé pour un patient, et pas y arriver pour l'autre. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une équipe, une cohésion dans l'équipe, et pouvoir échanger avec l'équipe médicale aussi, et entre les équipes, et dire j'y arrive plus, je peux plus, ce patient-là, je peux plus. Parce qu'eux, il y a soit beaucoup d'affinités qui sont créées, vous voyez. Et ce qui est important, et ce qu'il faut qu'on mette en place, parce que là aussi c'est délicat, mais aussi en restriction personnelle chez nous, et c'est important de permettre aux équipes de respirer. Elles respirent par le nez, mais de faire respirer leur cerveau. Parce que c'est lourd, ces prises en charge-là. Et il faut aussi leur permettre d'exposer, d'exprimer leurs difficultés, leur mal-être, leur ras-le-bol, en disant non, c'est des patients, j'en ai marre, ça m'empêche de dormir. Pourquoi ça nous empêche de dormir? C'est qu'il y a un peu de risques psychosociaux derrière, donc on faire attention. Cependant, il faut que les gens se permettent de dire j'en ai assez, j'en ai marre. En général, ça va mieux un quart d'heure après. Même retard que tu fais des parties. C'est important aussi d'organiser des séances où les professionnels de santé, je parle infirmière, mais puis les professionnels de santé, parce que les êtres-humains sont quand même très à proximité. Hein, donc c'est eux aussi qui ont beaucoup de confiance. Donc comment leur permettre de respirer, de pouvoir prendre cette distance. Et ce qui est aussi très important, je vais m'arrêter, aussi, c'est l'attachement. Vous voyez, quand on a des patients qui sont très malades comme ça, voire des enfants, le risque c'est de trop s'attacher. Et on a une population féminine chez nos infirmières aussi, et certains des enfants, ou pas d'enfants, mais en veulent, etc. Et il y a un peu une relation qui peut un peu être trop proche, voire prendre la place des parents. Vous voyez, et les parents sont malgré tout là, sont pas dans tout là, j'ai envie de dire, et se sentent un peu déposés de leur enfant, puisqu'il est malade. Donc ils sont des équipes, des équipes. Donc il y a une espèce de malaise aussi qui peut se créer. Donc faire attention et les envoyer en formation, justement cette relation et cette distance puisse être perçue par les uns et les autres. Parce que c'est une distance professionnelle. Il faut professionnaliser les relations. Je suis très contente que Mme Dupré vous ait partagé sa longue expérience, ses riches expériences. C'est très bien, moi je trouve que c'est très bien. Et ce qui manque chez nous, c'est justement ce travail en commun. Moi aussi, j'ai pas mal d'expérience dans les services. Malheureusement, c'est des infirmiers et des médecins. Il faut faire. Si on veut gagner, il faut qu'on travaille ensemble. C'est l'équipe. L'équipe. Bon, nous, on demande que on fait des réunions, on veut que le cadre de santé soit là. Mais vous aussi, de votre côté, vous devez demander. Vous devez dire qu'on fait partie intégrante de ce service, on doit faire partie de l'équipe soignante, on veut participer aux réunions de service. Il ne faut pas que vous soyez éditeurs. Non, vous voyez comment c'est vraiment un maillon très important. Vous ne pouvez pas travailler sans nous, on ne peut pas travailler sans vous. Mais on doit avoir le même but. Et le but, c'est de guérir le malade. Parce qu'en pédiatrie, dans les cellules de l'enfant, en France, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est 80% de guérison. Guérison, ça n'a rien à voir avec les leucémies aiguës de l'adulte. Les leucémies aiguës de l'adulte, c'est à peu près la moitié. Et encore, même après la greffe, qui est une procédure très lourde, c'est encore la moitié. Mais dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, c'est en termes de guérison. Et donc, c'est pour ça que c'est une bataille à mener. Mais cette bataille, l'oncologinale, il est tout un acte. C'est le médecin tout seul ne peut rien.
l'infirmier seul ne peut. Mais on a beaucoup d'enfants en Algérie. Et parmi ces enfants, il y en aura aussi quelques-uns qui font des maladies très graves qu'on pourrait guérir. On peut guérir avec la chirurgie, mais c'est des protocoles qu'on doit respecter de manière rigoureuse. Et c'est avec ce prix-là qu'on pourra les guérir et qu'on pourra gagner la bataille. Je suis très contente de votre intervention et j'espère que ça va booster parce que c'est vrai que souvent les infirmiers n'aiment pas venir en hématite, n'aiment pas venir en cancéro parce que c'est lourd, mais je crois que ça vaut de partager ce parcours dans ce milieu-là de un enfant. Il ne faut pas imposer, vous voyez, moi je pense que lorsqu'on recrute des professionnels de santé, c'est important qu'ils connaissent clairement les choses, parce qu'on s'imagine, il y a énormément de représentations que vous évoquiez. Donc c'est important de fidéliser ceux qui y sont et de donner une image aussi objective de ces services-là, parce que ce sont des services passionnants. Passionnant quand on y a trouvé sa place, c'est passionnant lorsqu'on a une relation avec le médecin qui est constructive, qui est du respect commun, de la reconnaissance des compétences. Et ça aussi, si vous voulez, pour des professionnels de santé, c'est aussi important de savoir que notre rôle est important au même titre que les autres. On est un maillot d'une chaîne indispensable. Sans ce maillot, la chaîne se casse. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est important pour comprendre. On a nous aussi des problèmes de recrutement en cancérologie. Mais quand les gens ils ont compris leur place, ils ont pris leur place aussi. Hein, on ne leur donne pas la place. On la prend. On la prend et on se respecte. Et à partir de ce moment-là, on a chacun un rôle. Mais ça demande aussi cette compétence, ça demande aussi de revoir ses connaissances, ça demande de se remettre en cause, ça demande, et c'est une dynamique professionnelle, moi j'ai toujours apprécié, donc voilà, mais je pense que tout le monde ne peut pas aller en cancérologie, et il ne faut pas imposer la cancérologie, ça c'est peut-être pas. Je pense que c'est, bon après il y en a qui viennent un petit peu, parce qu'ils vont trouver votre poste, et puis ça leur plaît, vous voyez, mais il faut le cadre, leur apprendre, les amener à ce que ça leur plaise aussi, parce que c'est sincèrement une sorte de passion. Ah, Il faut que ce soit moi, oui, je pense que ça doit être un peu proche de la passion quand même. Sans les aspects négatifs de la passion qui peuvent être mais oui, il faut le vouloir. Moi, je voulais juste, madame, interpeller quelque chose. C'est qu'à un moment, en vous écoutant, maintenant, on peut essayer de traduire ça comme étant parfois une expérience positive, ce que vous vivez en tant que professionnel, vu sous cet angle psychologique, on dira même que c'est une expérience positive. Moi, pour abonder un petit peu ce que disait Mme Sélévi, c'est formidable, il faut qu'on apprenne aussi de par notre quotidien. C'est un petit peu ce que je n'ai jamais cessé de dire au niveau de mes étudiants, c'est un petit peu décloisonner les esprits. Décloisonner les esprits, décloisonner les structures, décloisonner les compétences, ainsi on va développer le vivre ensemble et le travailler ensemble. Vous imaginez, madame, quand moi je parle, j'ai toujours défini à ma manière l'organisation de soi. Ça a toujours été à mes étudiants, à tous les gens qui me connaissent et qui m'écoutent assez souvent, je leur dis que l'organisation, il y a d'abord le temps de travail, il y a les règles du métier, la compétence, il y a la rationalité et enfin il y a la sociabilité. Vous savez, on peut ne pas être d'accord, mais quand il s'agit de servir le patient, de sauver un patient, vous savez, madame, dans toutes les spiritualités du monde, hein, que ce soit dans les religions monothéistes, que ce soit chez les agnostiques, que ce soit chez les polythéistes, etc. Je vais vous dire quelque chose, mais vous êtes extraordinaire, ce que je viens de découvrir en lisant un ouvrage de Marcus Herbert en 1969 sur l'homme unidimensionnel. J'ai beaucoup aimé un petit peu cette approche. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans toutes les spiritualités du monde, madame, c'est que quel que soit le travail que nous effectuons, un Français, un Italien, un Marocain, un Américain, un Juif, un judaïste, hein, il y a toujours une finalité extraordinaire.
La finalité, nous, en littérature arabe, c'est ce qu'on appelle el maqasid. El maqasid, ça veut dire c'est les buts. Je fais, j'interviens pour sauver un être humain. Donc il y a l'acte de bonté, d'humanisme, etc. Et c'est accepté par toutes les spiritualités du monde. Donc vous voyez, c'est un petit peu pour venir à cet élément quand nous travaillons en cloisonnement, quand on est là, on essaie de travailler ensemble, on forme l'équipe, on va essayer de faire l'effort pour une même finalité des CE. Ça veut dire qu'à un moment donné, professeur, je suis en train d'imaginer et de dire ça. Quand l'amour de servir est supérieur à son amour propre, on sera de bons praticiens. Et quand finalement l'amour propre devient supérieur au devoir de servir, on ne choisira pas la cancérologie. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup.